D'abord, je voudrais excuser Yamina Benguigui, ministre déléguée à la francophonie, qui a eu une urgence ce matin au ministère, qui ne peut pas être parmi nous et qui le regrette, mais qui nous a rappelé son engagement à nos côtés. Elle nous annonce qu'elle va bientôt aller en Haïti et reprendre certains des projets au nom du gouvernement que nous défendons. Et donc, nous allons commencer cette plénière sur un sujet qui est très important, la question de la prise en compte de la dimension intellectuelle de l'être humain, non pas en danger, non pas simplement par Bibliothèques sans frontières, ce qui est très bien, parce que nous sommes fiers de ce que nous faisons, mais comment est-il possible que cette prise en compte puisse se faire au niveau des États, au niveau des grandes organisations internationales, au niveau des bailleurs de fonds. Jérémy me rappelait tout à l'heure que lorsqu'il est arrivé en Haïti quelques jours, Le Bray y était après le tremblement de terre, le fait qu'il représente une organisation qui intervenait pour la culture, il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de ce qu'on appelle dans un cluster, il n'y avait pas de place pour une organisation qui s'intéresse à l'être humain en danger du point de vue culturel. Bon, est-ce que ça peut évoluer? Est-ce que cette dimension-là peut, à court ou moyen ou long terme, être prise en compte par nos dirigeants au niveau national ou au niveau international? Et donc, pour discuter de ce sujet, nous avons une magnifique table ronde avec donc Didier Le Bray, qui a été ambassadeur en Haïti, qui est aujourd'hui directeur du centre du CRISE au ministère français des Affaires étrangères, Darren Horner, qui est programme officer à la fondation Bill et Melinda Gates, et qui est dans cette fondation responsable de l'initiative Global Libraries, et qui s'appuie sur les réseaux de bibliothèques publiques pour favoriser l'accès aux nouvelles technologies et la réduction de la fracture numérique. Paul-Antoine Peignon, qui est directeur d'une société privée, filiale, alors je ne veux pas dire de bêtises, de Sodexo, Thales et la SNCF, c'est ça c'est ça, voilà, je ne me suis pas trompé, qui est donc trois compagnies françaises qui spécialisées dans le soutien technique et logistique aux opérations de maintien d'intervention pour le maintien de la paix, voire au-delà, même des opérations militaires de l'ONU, etc. Enfin, Antoine Petitbon, qui est directeur des programmes de la Croix-Rouge française. Alors, je vais commencer par Didier. Alors, comment est-ce que tu as l'impression que ça bouge du côté de cette prise en compte? Est-ce que toi qui vois la crise au niveau mondial finalement, puisqu'à chaque fois qu'il y a une crise dans n'importe quel pays du monde maintenant, c'est une cellule qui voit l'ensemble des situations dans chacun des pays. Est-ce que tu as l'impression que cette dimension-là est pour l'instant la priorité de quelques acteurs comme nous, ou est-ce que c'est en train de bouger? Merci Patrick. Avant de répondre directement à la question, vous avez... je sais pas si le micro marche, c'est bon? Bonjour d'abord à toutes et à tous. Et merci Patrick de m'avoir associé à ce colloque important. Avant de répondre directement à la question, je voudrais en 2 points très rapides dire à quel point il y a vraiment des enjeux importants qui s'attachent à la réussite de ce projet. Premier élément, pour les populations, c'est évident. Ça a été rappelé, j'imagine, pendant toute votre première journée du colloque. Pour le bénéfice pour les populations, mais aussi pour changer de paradigme, comme on dit dans les colloques savants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lendemain d'une catastrophe humanitaire, il y a toujours une deuxième catastrophe. La deuxième catastrophe, c'est qu'on réduit les récipiendaires de l'aide à des objets passifs de l'aide internationale. Ils sont là, nous on arrive avec nos gros moyens et on déferle pour de bonnes raisons, parce que le besoin est réel. Ça introduit d'entrée de jeu un rapport qui n'est pas bon, qui va toujours des séquelles
à long terme. Donc l'idée de parler de culture, donc de l'intelligence des gens et pas seulement de leur estomac, d'entrée de jeu, c'est de rappeler que les bénéficiaires d'aide, ce sont aussi des sujets et pas des objets seulement de l'aide. Ce sont des gens qui ont aussi un pouvoir agissant. Et je crois que parmi les nombreuses choses qu'a pu faire la France au lendemain du séisme d'Haïti, il y a une chose moi, qui m'a profondément touché, dont j'étais particulièrement fier, c'est l'aide des médias français. Ça va vous paraître bizarre, parce qu'après tout, la priorité, elle était peut-être ailleurs. Mais en réalité, pas tant que ça. Parce qu'en ouvrant, par exemple, les colonnes du Monde, de Libé, de Courrier International, en ouvrant nos radios aux intellectuels haïtiens, et je salue la présence ici de la Première ministre Michèle Pierre-Louis, qui est une des figures proéminentes de la scène intellectuelle, mais aussi politique de son pays. Et en donnant la parole à ces gens qui avaient une voix, ça a été la meilleure façon de rappeler juste 2 ou 3 petites choses importantes, que ce pays avait non seulement une âme, ça on le savait à travers ses artistes, mais avait aussi une voix et une intelligence de la situation. Et quand Lionel Trouillot expliquait à la radio, jour après jour, ce qui se passait dans son pays, c'était une façon de sortir Haïti de cette espèce d'image d'un pays éternellement passif et qui attend tout de l'extérieur. Donc, c'est vraiment, je pense, un enjeu majeur au-delà de l'humanitaire. Le deuxième point qui me paraît important, c'est que ça pose des bonnes questions sur l'humanitaire. Une fois encore, en tant que, dans mes anciennes fonctions à Port-au-Prince, je tentais d'organiser au mieux la réponse française. En tant qu'aujourd'hui directeur du centre de crise, comme l'a rappelé Patrick, où je suis chargé de mettre en œuvre les moyens de l'État pour répondre aux crises humanitaires ou dites consulaires quand c'est des Français qui sont directement menacés. Je connais le pouvoir agissant de l'humanitaire, je participe très personnellement à l'ensemble des réunions avec certains des acteurs qui sont ici autour de cette table, dont Antoine. Donc je sais ce qui se joue au moment de la réponse humanitaire, et je connais le professionnalisme des grandes ONG, à commencer par les ONG françaises qui ont inventé un peu l'humanitaire sans frontières. Je crois que c'est vraiment un mouvement qui est parti de chez nous. Donc il ne s'agit pas du tout de remettre en question l'efficacité de l'action, mais avoir osé parler de culture, d'information, de communication, d'intelligence, dans ce qui est le marqueur, je dirais, de l'humanitaire, le camp. Parce que c'est un camp c'est un moment, on part au plus pressé, les besoins vitaux, un toit pour se protéger, de la nourriture pour survivre, des soins éventuellement. Idée saugrenue, de quoi est-ce qu'on parle? Pourquoi la culture? Eh bien, je trouve que d'avoir introduit cet élément dans le camp, c'est une façon de poser la question plus générale de l'humanitaire dans les situations d'urgence. Et il ne faut pas se le cacher, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, mais une fois encore, l'action de BSF et de tous ceux qui s'intéressent à ces questions de culture, c'est une façon de déplacer un peu les lignes et de rappeler des évidences. C'est que l'extraordinaire puissance de feu, l'efficacité de l'humanitaire n'est pas sans dommages collatéraux. Parce que la première question qui se pose, c'est jusqu'où on va? Jusqu'où on assiste les populations? Jusqu'où on les, pardonnez-moi l'expression qui est atroce, on les biberonne? La meilleure façon d'aider, tous les parents que vous êtes, vous le savez d'instinct, la meilleure façon d'aider, c'est aussi parfois tout simplement d'apprendre à marcher, et puis de couper le cordon ombilical, de façon à ce que les gens sortent de l'assistance. Jusqu'où il faut aller dans l'aide humanitaire, sur tous les besoins vitaux, les soins, la nourriture, l'eau, le toit, jusqu'où il faut aller. Donc, mettre de la culture dans un camp, de la réflexion, c'est engager aussi la réflexion sur ce point. C'est aussi se poser les bonnes questions, non seulement à partir de quand il faut arrêter, mais comment est-ce qu'on prépare la suite? Et la suite, c'est quoi? C'est permettre aux gens qui sont aujourd'hui assistés, demain, d'être les acteurs tout simplement de la reconstruction de leur pays. Et quel meilleur vecteur que d'être dans la communication, dans l'information, dans l'intelligence qui permet demain de rebondir et d'avoir en soi les bons atouts. Je ne reviens pas, parce que ce n'est pas le sujet une fois encore, sur les déséquilibres. On l'a tous vécu, ce qui était en Haïti après le séisme. Un seul exemple qui va vous donner... Mais une fois encore, ne le prenez pas comme une critique de l'action humanitaire, ce n'est pas du tout mon sujet.
Mais les grands humanitaires de la santé, qui étaient MSF ou MDM, etc., ont récolté à ce moment-là des fonds proprement gigantesques. MSF, sauf erreur de ma part, 120 millions de dollars. Le budget de la santé annuel d'Haïti, 70 millions à peu près. Donc une ONG, à l'occasion d'un séisme, a plus en quelques jours que l'État du pays pour gérer toute la politique publique de santé sur une année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on introduit des biais. Avec les meilleures intentions du monde, on fait d'un acteur humanitaire le pivot central de la politique publique de ce pays. Or, ça n'est pas la vocation d'un humanitaire de définir une politique publique. Sa vocation, c'est de s'inscrire dans la politique publique. Patrick, tu parlais des clusters. Bien évidemment, un cluster, c'est utile pour coordonner l'action des humanitaires. Mais quand un cluster se fait pour de bonnes raisons de sécurité derrière des grilles des Nations Unies où l'accès aux Haïtiens est proprement impossible, voire très limité, qu'est-ce qu'on fait? On enferme l'humanitaire dans ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire la coordination entre soi, et on oublie juste un petit détail, c'est que la meilleure façon de faire de l'humanitaire intelligent, c'est de préparer le coup d'après, c'est-à-dire de donner à l'État, de donner aux acteurs sociaux, à la société civile locale, les moyens demain de prendre le relais. Voilà, je ferme la parenthèse. C'est un vieux sujet pour tous ceux qui connaissent les questions humanitaires, les questions aujourd'hui de résilience, comment est-ce qu'on introduit, comment est-ce qu'on fait par exemple que demain, il n'y ait pas de problème majeur en termes d'habitat urbain. C'est pas juste de construire des maisons solides, ça peut aider, mais c'est aussi de revoir toute une politique de cadastre, toute une politique de lutte contre la corruption, parce que les permis de construire, on les obtient comment? On les obtient souvent, pas seulement en Haïti, dans tous les pays du monde, y compris en France. Il y a eu des drames récents sur le littoral qui ont montré que le facteur premier de la catastrophe et du drame humanitaire, c'est d'abord le non-respect de l'état de droit. Je ferme la parenthèse sur ces deux aspects, donc à la fois les enjeux pour les populations et les enjeux pour la réflexion au-delà des limites de l'action humanitaire et de la nécessité de mettre cet élément au cœur de l'action. Je conclurai très rapidement sur deux points pour répondre directement à ta question. Patrick, qu'est-ce qu'on peut faire? La première réponse, elle est de bon sens, et vous l'avez trouvé tout seul comme des grands. C'est de vous associer tout simplement au principal organe légitime international qui est le HCR, pour pouvoir mettre là où le sujet est porté, votre thématique, au cœur de ce dispositif. Et qu'aujourd'hui, vous ayez un partenariat qui sera un partenariat dans la durée, c'est la meilleure façon de renforcer la légitimité et les moyens de votre action. Se pose la question ensuite de savoir comment est-ce qu'on fait pour distribuer ce superbe outil que vous avez inventé, qui est un petit peu cher, il faut le reconnaître. Comment est-ce que vous avez trouvé les moyens de son développement? Les moyens, ils existent. Hein. Aujourd'hui, si je prends tout simplement votre argent, l'argent du contribuable français, votre contribution à ECHO, qui est l'organisme européen de l'aide humanitaire, 1,3 milliard d'euros par an. La France y met 20%. Donc chacun d'entre vous, sans vous en rendre compte, vous êtes un acteur majeur de l'action humanitaire dans le monde, puisque ECHO fait la moitié de l'intervention humanitaire dans le monde. L'Europe ne pèse pas tout à fait la moitié en termes de PIB du monde, peut-être pas loin, mais en tout cas on fait plus que ce qu'on pèse dans le monde pour aider le monde. Bon, ça c'est un beau message qui montre que l'Europe a encore conscience de ses responsabilités, mais c'est vous. Donc la pérennité de l'action de Patrick, elle est inscrite là, elle est inscrite dans la possibilité d'associer des grands acteurs comme ECHO, qui est un bailleur de fonds majeur, y compris pour le HCR. Donc moi, je n'ai pas de raison d'être inquiet sur simplement maintenant votre plaidoyer, et je suis sûr, Patrick, que tu sauras le faire. Profite de la circonstance, le président du HCR sera à Paris, il verra le président de la République le 16, là je vous donne un scoop, et il verra Laurent Fabius. Peut-être qu'entre deux rendez-vous, tu pourras le voir et lui dire combien... il est important de mettre cet aspect, c'est pas du tout anecdotique, c'est un enjeu majeur. Et dernier point pratique sur la façon de vous donner un coup de main. Moi, en tant que directeur du centre de crise, j'organise avec toute mon équipe et avec tous les principaux acteurs humanitaires français, chaque année ou tous les 2 ans, une grande conférence humanitaire qui est inaugurée par le ministre des Affaires étrangères. Et cette année, on aura beaucoup de sujets, notamment sur les pays faillis, entre guillemets,
Mais je compte aussi lancer la réflexion sur ce point à cette occasion. Donc tu auras une tribune pour pouvoir nous dire où tu en es. Et malheureusement, je pense que la situation des réfugiés ne va pas s'améliorer au fil des années. Vous avez suivi l'actualité du Moyen-Orient. Comme beaucoup d'entre nous ici, je me suis rendu dans la zone. C'est proprement catastrophique. C'est d'une ampleur et d'une complexité jamais expérimentée par les acteurs humanitaires. À telle enseigne qu'aujourd'hui, la crise des réfugiés au Liban, c'est le HCR qui la gère en direct, en coordonnant les autres. Donc on est vraiment dans une crise comment dire, une fois encore, d'une échelle sans commune mesure. Et pour vous montrer à quel point cette initiative vise juste, moi quand j'étais visiter les camps dans le nord de la BKA, enfin qui ne sont pas des camps d'ailleurs, qui sont des espèces d'installations sauvages, où ça se passe d'ailleurs pas très bien, parce que les moyens ont beaucoup de mal à accéder, il y en a trop, c'est trop dispersé. J'ai rencontré des familles qui vraiment n'avaient rien, c'est la 2e ou 3e génération de réfugiés, avec une petite fille qui est venue me voir et qui m'a expliqué qu'elle était là depuis 2 ans, et elle n'était pas scolarisée. Quand elle avait quitté Homs, c'était la première de sa classe. Et pour elle, c'était horrible de rester depuis 2 ans sans rien faire. Et ce n'est pas la faute des autorités libanaises, parce qu'à 8 km, il y avait une école qui était prête à les accueillir, c'était prévu. Simplement, quand la famille doit arbitrer entre le repas par jour ou le transport, parce que le bus est payant, vous imaginez comment ils arbitrent. Donc c'est toute une génération qui n'est pas perdue, parce qu'on n'est jamais perdu, il y a toujours une capacité extraordinaire de rebondir. Mais on voit bien que là, installer un bibliobus dans ces régions, passer, comme on le fait pour la santé, on finance des ONG françaises qui font ça dans toutes les zones de réfugiés au Liban, c'est le seul moment où ils voient un médecin, une infirmière, où on peut dépister des maladies. Le faire pour la culture, pour l'éducation, avec le format qu'on a vu de ces vidéobox qui sont... Enfin, je retiens la parole de Stark, c'est le cirque qui débarque, mais le cirque dans son bon sens, c'est-à-dire le cirque qui tout d'un coup, non seulement vous enchante, vous émerveille, mais vous montre aussi que là où on n'y croit plus, c'est toujours possible de faire quelque chose. Voilà, je termine là-dessus. J'étais un peu long, je vous prie de m'en excuser. Merci beaucoup. Alors je vais maintenant poser une question à Paul-Antoine Peignon, parce que le rêve, l'imaginaire, l'idée, c'est bien, mais il faut ensuite que, en pratique, ça puisse fonctionner. Et Paul-Antoine, lui, il est depuis 2-3 ans chargé des opérations les plus pratiques de soutien aux opérations de maintien de la paix. Il transporte les matériels, il travaille avec l'ONU en direct. Est-ce que ce qu'on est en train de faire peut s'intégrer à ce que toi tu gères, et comment tu imagines la réaction de tes partenaires de l'ONU si on arrive avec ces projets, comment ça peut se combiner? Merci Patrick. J'aimerais d'abord, juste avant de répondre à cette question, revenir sur un point, sur la question des clusters et de l'absence de clusters. Pour moi, la première priorité politique, donc je m'en décharge bien parce que je n'en fais pas partie, mais c'est vraiment tout commencera par la prise en compte au niveau politique de cette problématique, pour en faire un des objectifs de l'action humanitaire. Donc on ne part pas de rien, il y a déjà un cluster humanitaire qui est le cluster éducation, il y a déjà des actions du HCR sur la formation tout au long de la vie, mais le fait qu'il n'y ait pas de reconnaissance de cet objectif de formation intellectuelle, de prise en compte intellectuelle, le fait qu'il n'y ait pas de cluster dédié, ça traduit déjà le fait qu'on n'est pas dans une logique de priorité, et du coup que les organismes et les grands bailleurs de fonds mettent beaucoup moins d'argent. Il y a beaucoup moins d'ONG, et donc du coup, on part vraiment sur une logique de bottom-up qui va avoir beaucoup de mal à rentrer. Donc il y a moins de prise en charge par les ONG, et la boucle se finissant, il y a moins de capacité par les sujets de l'action humanitaire de pouvoir se prendre en charge eux-mêmes. Ce qui m'amène à mon premier point. Donc le premier point, c'est un vrai rôle des États sur lequel les entreprises peuvent aider, États et bailleurs de fonds, c'est sur la connectivité. L'accès à la connectivité, l'accès à l'information, c'est un des plus gros goulots d'étranglement de l'action humanitaire.
Donc, il y a quelques capacités, on le voit très bien, dès qu'il y a une crise humanitaire, on envoie ces petites antennes satellites et ça marche bien, ça donne un certain niveau de connectivité. Mais ça, c'est l'extrême urgence. Le problème, c'est qu'il y a l'extrême urgence dans l'humanitaire, ça dure 10 jours et puis ensuite on a les 20 années qui suivent à gérer. Et c'est là où il y a des actions qui peuvent être menées. Donc il y a des actions privées. Certains connaissent peut-être la constellation O3B. Donc c'est plusieurs fondations et plusieurs entreprises qui se sont mis ensemble pour lancer une constellation de satellites qui est dédiée aux Other 3 billion, aux 3 milliards d'individus des régions du Sud pour qu'ils aient accès à une connectivité satellite beaucoup moins chère. Ça, c'est le type d'initiative qui peut permettre une meilleure connectivité de ces populations. Il y a un phénomène sur lequel les États peuvent encore plus jouer. C'est l'accès au Wi-Fi, l'accès à l'Internet vraiment à bas coût. Il y a un gros problème, c'est la reconnaissance de la pérennité des camps. Les camps qui sont à l'est du Kenya, ils sont là depuis 15 ans. Les camps qui sont au Burundi, au Rwanda, ils sont là depuis très longtemps. Et comme les États hôtes et la communauté internationale ne leur reconnaissent pas un caractère périn, on ne met pas en place d'infrastructures même légères pour, par exemple, les relier à la fibre optique qui passe à 300 km. Il suffirait de déployer 3 mâts avec un faisceau hertzien et ils auraient accès à la fibre optique. Et du coup, on aurait 25 000 personnes qui pourraient, à partir d'un smartphone, d'une tablette, d'une ID's box, avoir accès à l'information, émettre de l'information beaucoup plus facilement, payer tout simplement le paiement par Internet. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire avec des moyens qui sont limités, mais juste par la reconnaissance politique d'une situation qui, d'une urgence humanitaire, devient malgré tout pérenne. L'autre point que je voulais mentionner, là où effectivement les entreprises peuvent avoir un autre rôle, c'est après l'éducation, il y a tout ce qui est les adultes. L'éducation est très prise en charge, les adultes beaucoup moins. Après 18 ans, ils sont là et là, les entreprises peuvent aider sur le maintien en compétences, sur le maintien dans le travail, le maintien dans l'avenir, de perspective pour tous les gens qui sont dans ces situations. Là, il y a plusieurs concepts qui existent, notamment de remplacer les concepts existants qui consistent à agir très très localement, en mettant en place des concepts de solutions de services beaucoup plus globaux, en faisant appel à des opérateurs beaucoup plus importants. Je pense à Safaricom pour tout ce qui est télécom, qui est une société africaine avec des... je pense à Sodexo, pour reprendre mes sociétés. L'avantage de prendre ces sociétés de services comme concept pour opérer certains aspects du HCR, de l'UNICEF, c'est qu'on peut leur demander de former des réfugiés en même temps que de former la population locale environnante, de les faire évoluer dans leurs fonctions, de maintenir les compétences pour qu'ils participent derrière à la fois à la reconstruction de leur pays, mais que pendant la situation d'urgence humanitaire, il n'y ait pas ce sentiment d'ennui, d'oisiveté et ce sentiment de dépression. Donc voilà, là les concepts existent. Après, toutes ces agences étant gérées au niveau étatique, c'est aux États à un moment de travailler sur ces concepts et de les rendre opérationnels. Voilà. Cluster, il y a des gens qui demandent ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux nous donner une traduction ou... Donc, en fait, il y a maintenant 7 ans, l'organisme, donc le Bureau de coordination des affaires humanitaires, a reçu instruction de l'Assemblée générale des Nations Unies de coordonner l'ensemble des acteurs du secteur. Et pour cela, ils ont mis en place une politique de cluster. Donc en fait, ils coordonnent par domaine d'activité les activités des opérateurs sur le terrain. Donc il y a un cluster qui s'appelle Shelter, où ils coordonnent... Donc ça veut dire domaine. C'est des domaines d'activité, voilà. Voilà. Voilà, pour la prochaine brochure, on mettra domaine. Alors, la Croix-Rouge. La Croix-Rouge est une très grande organisation. Antoine Petitbon, est-ce que vous pouvez nous parler un peu
voilà, comment la vision que vous avez à partir de votre expérience, comment on peut porter cette dimension intellectuelle de l'être humain auprès des bailleurs, auprès des grandes organisations, auprès dans l'activité que vous avez, comment vous sentez cette possibilité? Oui, alors, déjà d'une part, je suis ici, Croix-Rouge française, pour les projections internationales. Je suis le responsable des opérations internationales, donc on ne parlera pas des activités qui peuvent être déployées par la Croix-Rouge sur le territoire national, mais bien des activités de soutien aux populations bénéficiaires dans les 30 et quelques pays dans lesquels on travaille. Alors juste, d'abord, je peux témoigner sur plusieurs angles. Je suis à la fois bailleur de fonds, je suis à la fois opérateur, et à ce titre, je suis aussi collecteur de financement institutionnel. Donc j'ai une vue transverse, me semble-t-il, qui pourrait étayer quelques arguments de ce débat, notamment sur l'absence des moyens. Là, on peut revenir sur moi aussi, je rentre du Moyen-Orient. Il y a encore quelques jours, j'étais dans la BK, et malheureusement, la situation que tu décris, Didier, elle est réelle. Mais ce qui m'inquiète plus, moi, c'est l'absence de moyens. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est en train de voir un phénomène tout à fait original où le HR, donc leader du cluster de tout ce qui est des réfugiés, eh bien, cet organisme en ce moment n'a pas suffisamment de moyens pour s'occuper suffisamment bien de l'ensemble des réfugiés syriens au Liban. Et on se trouve dans un phénomène particulier où le HR va se concentrer sur les bénéficiaires qui sont enregistrés dans le pays. Or, cette partie est très faible, voire pas très faible, mais en tout cas pas représentative de l'ensemble des réfugiés qui sont dans le pays. Et là, par absence de moyens, on va décider de ne s'occuper que d'une tranche de population au détriment d'une autre. Et malgré tout, on peut penser que les gens qui ne sont pas enregistrés peuvent être pas enregistrés pour de bonnes raisons. D'abord, d'une part, il y a la question de la sensibilisation de l'intérêt à être enregistré, recevoir ou pas de l'aide. Il y a aussi la mécanique, comme tu le disais, de distance. Dans la BK, les distances ne sont pas si simples que ça. Il y a une absence de moyens, avec les mêmes arbitrages que Didier évoquait par rapport au bibliobus. Et puis, il y a aussi le fait que potentiellement, les gens ne veulent pas être enregistrés sur une liste dont ils ne savent pas que va devenir cette liste, dans quel bureau finira-t-elle et comment, quel risque d'exposition, enfin quelle exposition peut-il encourir. Donc on parle au cœur de tout ça, il y a la problématique du moyen. Et là, sur la dernière décision, donc toute relative de l'Union européenne, par exemple, ECHO, que tu citais Didier, donc l'office, le bureau humanitaire des affaires humanitaires de l'Union européenne, ECHO a décidé de soutenir très largement le système des Nations Unies, ce qui n'est pas sa vocation. Les Nations Unies, les agences, collectent de l'argent de façon bilatérale, directement par les États. ECHO collecte l'argent au sein de la Fédération des États européens. C'est une autre source de financement. On appelle ça du bilatéral d'un côté, du multilatéral de l'autre. Et là, en l'occurrence, il y a un déplacement du centre de gravité de ces moyens qui n'est pas de bon augure, puisque justement, on revient sur la démarche vertueuse de l'opérateur ONG qui, lorsqu'il arrive dans un pays, a un plan d'action. Mais à peine a-t-il un plan d'action, il a aussi un exit stratégie, un plan de sortie. Il n'est pas question de rester dans les pays des années, comme on peut le voir par ailleurs. En tout cas, moi, je pense que le chemin de la réussite, ça passe par ces deux points-là. Et là, en l'occurrence, on va se retrouver avec une absence de moyens fatale où, entre le secours, l'urgence et ce qu'on appelle la post-urgence, eh bien, l'accès à la culture, peut-être, ne sera pas quelque chose de si privilégié que ça. Alors là, je parle en termes de témoins, puisque nous avons implémenté tous les deux au Burkina Faso une programmation sur les réfugiés du nord du Burkina, avec grand succès. Le rapport intermédiaire de juillet 2013 fait éloge de tout l'aspect thérapeutique de prise en charge des populations, puisque là, on était plus sur un angle occupationnel, comme tu le citais, où il est très, très exposant d'avoir des populations qui n'ont rien à faire. Et puis sous l'angle aussi prise en charge thérapeutique, psychologique, sur des populations adolescentes où on a besoin de voir un petit peu les traumas, comment s'organisent les traumas du déplacement et comment on peut venir augmenter leur résilience à ça, en tout cas tenter de les remettre sur un état tout à fait normal. L'inquiétude que j'ai moi par rapport aux moyens, c'est que même si au global une action de cet ordre n'est pas si dispendieuse que cela, quand on est en train de réfléchir à comment orchestrer les moyens qu'on a actuels constatés sur du life saving et qu'on est déjà en train de se dire qu'on va s'occuper potentiellement que de ces populations-là plutôt que d'une autre, ça finit par me poser un problème. Puis il y a un autre aspect, alors là pour le coup, là c'est en témoignage d'opérateurs, nous on développe une approche qu'on appelle une approche intégrée. C'est-à-dire qu'on va éviter à ce que le bénéficiaire, la personne
qui va être sujet à ce soutien. Discute avec, je prends des exemples, mais il n'y a pas de... discute avec Médecins sans frontières pour des questions de santé, discute avec Acted pour des histoires de microfinance, discute avec le HR pour des problèmes d'accès à l'eau, UNICEF, enfin, voilà, multiplication des guichets. Lorsqu'on est sur des populations déplacées ou réfugiés qui sont affaiblies, il nous semble que ce n'est pas très intéressant de multiplier cette démarche de confiance, puisque ça oblige le bénéficiaire à investir sa confiance dans plusieurs personnes, alors qu'en fait, quand il y a une démarche unique, et on arrive avec une démarche intégrée, où l'opérateur est capable de livrer tous ses services, on gagne du temps, on a une relation privilégiée, humaine, avec une personne, et pas juste des numéros ou des codes barres. Donc ça nous a semblé assez intéressant. Et là, pour le coup, cette dimension culturelle pourrait parfaitement s'intégrer avec cette démarche intégrée, où au-delà, mon ancien président Jean-François Mété le disait, on parlait de reconstruire des vies. On ne parlait pas juste de faire de l'urgence, mais de reconstruire les vies. Il prenait une parabole qui était assez intéressante où un homme se noyait, il le sortait de l'eau, il évitait la noyade, il le réchauffait, il le rhabillait, il le logeait, il le nourrissait. Voilà. Donc c'était tout le cheminement vertueux de cette aide. Et je pense que là, pour le coup, cette démarche culturelle de la prise en compte et de ramener l'humain au centre de la perspective, comme Didier le citait, est tout à fait adéquat. Malgré tout, dans le grand tourbillon des moyens disponibles pour ces actions-là, je sens les choses de moins en moins facilement, en tous les cas d'un point de vue institutionnel. Je pratique beaucoup les institutions européennes, les agences françaises aussi, le CDC par ailleurs, mais aussi l'Agence française de développement. Je ne suis pas sûr que les moyens seront vraiment tous au rendez-vous pour implémenter ce genre de projet de grande nature, alors que même là, en ce moment, on vit des drames de prise en charge beaucoup plus, sur les besoins vitaux. Merci. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème. Nous sommes très, très heureux que, Darren, you were able to come and travel from Seattle to attend this conference because we are very looking forward to your reaction and your vision about what we have done in the last 2 days, because the Gates Foundation doesn't intervene in emergency situation, but you are strongly backing the libraries in the perspective of the objective of the millennium for the development. And so what are your thoughts? What are the possibility of connecting what can be done in the long term in a perspective of non-emergency situation, but in connection with emergency action we have tried to think about during this conference. Great, and thanks for having me here. And also, I want to recognize being in Paris, which is a fashion capital of the world. I love that the organizers provided these fantastic necklaces for us. I'm going to be taking this home to Seattle and wearing it around the city there. So maybe a little bit of background about the Gates Foundation for those who aren't familiar with it. Bill and Melinda Gates, they founded the foundation on the premise that all lives have equal value and that every person should have the opportunity to live a healthy and productive life. It's pretty simple. It's very basic, but it's a very strong statement, and it drives all of the work that we do. And we do programs around the world, such as working on the eradication of polio, working on vaccinations for HIV/AIDS, stopping the spread of malaria, water sanitation and hygiene, family health, family planning. The area I work for, and I'm very proud to work for, is called Global Libraries, and I'm a librarian by profession, so for me it's a dream job. Really what that means to us is that access to information has the opportunity to improve people's lives. Another very simple concept, but another very powerful concept. We work in about 16 countries around the world at national scale. And in other words, we work with a government or an NGO that works with the government in the country to look at the entire public library infrastructure of that government, of that country, and figure out what does it need to be better, to better serve community, to better serve community's needs. And we've structured our own organization within Global Libraries in 4 initiatives to be able to do this work.
One is called research and innovation. That's the area that I sit within. And what that means to us is that we're looking around the world for some of the best models of how libraries can provide effective services that benefit people's lives. Where we're trying to push the envelope on what libraries are doing so that they're no longer just thought of as places for dusty books, but they're places that are active, that are community-based, that are alive. So we're looking at, for instance, you know, how e-readers can be better incorporated in sub-Saharan Africa library services. We're looking at how, for instance, Denmark's Aarhus Public Library is collaborating with Chicago Public Library. These two libraries are doing incredible things. They're being very innovative. We want to understand, why are they innovative libraries? What is the structure behind them? And then can that model of innovation be shared with libraries around the world? Another initiative is called Training in Leadership, and this recognizes the fact that the library workers that are in those facilities are really the core of what makes a successful library. And so we're working on training aspects to bring up the skills of librarians around the world and library workers as well, to better meet the needs of the communities, to reach out to communities, to understand what those needs are, and to be able to develop the type of services that communities needs ad hoc on the fly as those information needs are changing. And the third initiative that we work on is called Delivery. That's kind of lingo within the Gates Foundation, but what it means to us is do things at scale. We're going to reach tens of thousands of public libraries around the world. We're going to reach hundreds of thousands of librarians around the world. We're going to do all these models that we're looking at in research and innovation and training and leadership, and bringing them to scale and reaching as many people as possible, and working with libraries that are situated in some of the most low-resource, underserved communities around the world. And then we have a fourth initiative. It's called Impact Advocacy and Planning. And yesterday, one of the speakers talked about evidence-based information to really drive policymakers' change, and that's what we're doing with libraries. We're working on efforts to really quantify and collect what impact libraries are having on the lives of people around the world, and packaging that up so that people can use that, and they can use that to advocate on behalf of libraries, to really bring libraries to the table and give them the attention that they most rightly deserve. For this discussion, I think I was really interested because I was kind of struggling, because we don't do work in humanitarian crisis situations, but then I realized that the work that librarians do every single day are working with individuals that are in crisis. The people that are coming into the libraries in Nepal are illiterate women who have no options for earning money because they can't read. And they come into these libraries in Nepal and they learn how to read, and then the crisis is solved. And that's just one example, but when I look at a library and what really, the core three drivers of what the libraries provide that I think are really relevant to the crisis situations is, well, they've got the infrastructure. They've got a library building that's there, it's got infrastructure within it that's ready to go. It's got people inside of it, the trained librarians who really care about their community, who understand their community, who love their community, and want to serve their community. And the third thing is they've got trust. They've got the community's trust. It's a secure, safe place. So in the case of natural disasters, you may actually drop out one or two of those, but you still have the issue of trust that is not going to be lost on the community members. And we've seen by examples in Chile, by examples in New York, in Katrina, in Mali, where natural disasters occur and the community rallies around the libraries. They know, they go to the libraries, and the librarian workers are there, and they're adapting on the fly to provide the type of services that they need. They become venues for all the other type of services that need to happen. They go through the library. So let me stop right there, and I think I've rambled a bit. I don't think we should stop there, because when I was looking to Michel when you were just finishing your presentation, and I was thinking it's exactly what we experimented in Haiti, and it's why the Asian institution truly and with great thought wanted to reopen very rapidly the libraries who has been damaged by the earthquake. It was a priority to reopen the National Library, to reopen the Focal, etc., because, as you said, it's a place of trust. It's a place where
people feel the security, the trust of the institution, where they can go. And so it is. I think here you have there is a very important point that I will transfer now in French. That la bibliothèque, c'est un lieu de stabilité, de référence, de confiance. Sorry, je répète. Donc la bibliothèque, c'est le lieu de je suis un peu fatigué, excusez-moi. C'est un lieu de référence, de confiance pour la population en crise. Et donc, le fait déjà de dire, dans les crises, quand c'est possible, quand il y a déjà des bâtiments, qu'on rouvre la bibliothèque, comme c'est une priorité, c'est ce que les Haïtiens nous ont demandé, qu'on rouvre les bibliothèques et qu'on les renforce, parce qu'évidemment, certaines avaient été détruites, et donc il fallait renforcer celles qui ne l'avaient pas été, qui étaient encore debout, de telle façon qu'elles puissent accueillir le public mais alors ça, c'est, à mon avis, ça c'est un point très important qu'il faut que nous aussi, en tant qu'association, et que toutes les associations qui sont ici, sur lesquelles on doit insister, parce que là, il y a un lien entre le permanent et l'urgence. Enfin, mais on peut aussi voir, est-ce qu'on ne peut pas voir la chose de la façon inverse, c'est-à-dire que dans une situation d'urgence où il n'y a rien, il n'y a plus rien, quand on a la situation des camps en Jordanie, où bon, il faut... La bibliothèque ou la Idea Box, qui est prévue, va devenir aussi le centre de référence, parce que c'est éloigné des conflits politiques, ça n'est pas quelque chose c'est quelque chose aussi qui va permettre aux personnes de se reprendre en main, justement, de sortir du temporaire, ce que disait Didier, mais on peut, moi franchement, j'ai bien entendu ce qui était dit hier. Je pense qu'on dit les Idea Box, on les voit pour 3 ans. Maintenant, on sait très bien, y compris en France, qu'il y a des choses qu'on a fait, par exemple, et ce qu'on voit aussi en Haïti, il y a des immeubles, enfin des sortes de bâtiments temporaires qui vont rester là probablement un siècle s'ils tiennent, hein, si on ne va pas les détruire. Bon. Et nous, en France, on a fait pareil. Hein, il y a des trucs temporaires, des universités, des bâtiments universitaires, des bâtiments de logement. Donc moi, je pense, on verra bien je pense que la qualité du produit fait que voilà, ces produits temporaires vont pouvoir survivre et donc et peut-être s'installer dans le paysage du pays. Et c'est aussi une façon, je pense maintenant au Liban par exemple, il y a un vrai problème, c'est que si on fait quelque chose, comme il n'y a pas de camp, il faut que les populations permanentes n'aient pas le sentiment qu'on fasse quelque chose que pour celles qui sont temporaires. Donc là, il y a une association temporaire permanente qui est très importante, sinon on va au conflit. Même dans les endroits où il y a des camps, c'est ce qu'on disait hier aussi, c'est-à-dire si on ne fait que pour les populations, dans des zones très pauvres où il n'y a pas de bibliothèque, si on fait que des choses pour les réfugiés sans penser aux populations locales, on va se couper Donc voilà, moi je pense que là, il y a un enjeu qui est au-delà de ce que l'urgence doit s'inscrire dans le durable. Et là, je pense que la Fondation Gates peut, je dirais, nous aider à penser l'urgence dans le durable, parce que sinon nous échouerons. C'est-à-dire que si nous ne faisons que la chose dans l'urgence, nous risquons d'avoir des conflits et justifier des réactions négatives. Voilà quelques points sur lesquels je voulais peut-être que vous réagissiez. Sur ton dernier point, juste pour instiller une petite note optimiste dans la salle, c'était précisément le sujet de la rencontre des ministres des Affaires étrangères à New York sur la crise syrienne et puis son impact sur toute la région. C'était comment prévenir des conflits entre populations d'accueil qui ont fait énormément de sacrifices. Hein. Il ne faut pas oublier que des pays comme le Liban, dans la première année qui a suivi la crise, ce sont eux qui ont assumé l'intégralité des coûts. Alors, il y a une partie des réfugiés qui étaient des réfugiés issus des classes moyennes qui se sont mis à l'abri, qui avaient des amis, des parents, etc. Puis après, il y a eu plusieurs vagues avec de plus en plus de gens dans un extrême dénuement. Mais c'était vraiment le thème
de réflexion prioritaire, à telle enseigne que même la Banque mondiale a consacré un rapport très bien fait d'ailleurs sur l'impact de cette crise sur l'économie libanaise. Et le message que tous les responsables politiques à New York ont clairement confirmé, c'était il faut vraiment mettre l'accent sur les structures d'accueil de façon à éviter une déflagration majeure. Alors après, avec les limites que l'on sait, hein, le Liban est un pays compliqué, avec une organisation étatique fragile, donc on ne peut pas tout faire. Un des éléments sur lesquels le HCR se casse les dents aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de volonté, pour 1000 raisons, sur lesquelles c'est un peu long de revenir, pour créer des structures d'accueil qui permettraient de traiter, comme on le fait en Jordanie, de manière assez massive, la question des réfugiés. C'est lié à l'accueil maintenant, depuis un demi-siècle, des Palestiniens, etc. Mais bon, en tout cas, juste sur ce point, on a vraiment aujourd'hui très clairement identifié cette priorité de consolider les structures d'accueil. Alors, une question à vous tous. Bon, nous, on a lancé un appel international, envoyé à l'ONU, etc. Bon, on pense que ça ne suffisait pas, bien sûr, parce qu'on a lancé les idées à box. Mais au niveau des organisations qu'on veut représenter, est-ce que cette dimension intellectuelle, est-ce que de l'être humain en situation de crise peut être pris? Est-ce qu'il y a des possibilités de faire bouger votre activité par rapport à ça? Je pense par exemple à Paul Antoine. Bon, je ne veux pas faire de me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais la Fondation Pierre Bellon est quand même l'un des... et nous tenons à la remercier, l'un des soutiens les plus importants du projet Ideabox. Il se trouve que Pierre Bellon est aussi, je crois, patron de Sodexo, qui est aussi un actionnaire de la société que tu diriges. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des possibilités de dire, bon ben voilà, on transporte bien sûr les lits, la nourriture, tout le matériel, mais on pourrait peut-être mettre une petite place dans l'avion pour des box qui pourraient être déployées. Est-ce que ça s'envisage à court terme? Je vais répondre oui et non. Pour la Fondation Pierre Bellon, je ne vais pas me prononcer pour eux, probablement que oui. Pour les sociétés en tant que telles, c'est toujours un peu compliqué. Là où on intervient vraiment, c'est la question de nos business models. En fait. On est des sociétés de services avant tout. Et ce qui veut dire service dans un environnement mondialisé, ça veut dire que quand on conduit des projets dans des pays comme la RDC, comme le Mali, comme des pays, le Kenya, la Somalie, ça veut dire que ce soit Sodexo, Thales, la part réellement européenne de ces activités, elle est très très faible. C'est des sociétés qui recourent, ça devient des sociétés de gestion de RH, qui recourent pour 80, 90, voire plus en pourcentage d'emploi local. Je pense que, par exemple, au Liban, ce qu'on fait pour les Nations Unies, c'est 100% d'emploi local. Il n'y a même plus d'Européens qui sont impliqués. Donc là, il y a juste un pas entre faire uniquement des activités en local avec du personnel local et intégrer dans cette dimension une partie RH avec des populations qui sont déplacées, qui sont réfugiées, qui sont en situation d'urgence. Et ce pas ne sera fait que si les organisations le demandent. Dans la mesure où, à l'heure actuelle, c'est l'inverse qui est demandé. Tout ça, les sociétés ne bougent qu'avec le marché. Ça veut dire quoi, c'est l'inverse? À l'heure actuelle, il y a une dynamique qui veut qu'on évite d'employer ces populations parce qu'elles présentent un risque. Je peux prendre l'exemple du Kenya. Pour le moment, les sociétés ont instruction par les Nations Unies d'employer le minimum de population somalienne parce qu'on pense que ça va créer un risque de sécurité. C'est un argument qui est discutable. Toujours est-il que c'est la demande spécifiée de l'organisation. À partir du moment où on est dans cette dynamique, on se retrouve avec éventuellement beaucoup de gens qui viennent de Kenya, de Djibouti, mais du coup ça exclut complètement les populations qui sont réfugiées, les 300 000 personnes réfugiées du Nord-Est, qui sont pour la plupart avec certaines compétences, qui seraient facilement employables, qui pourraient avoir un avenir dans ces sociétés, et en fait elles se retrouvent de facto exclues
par les demandes des organisations internationales. Donc c'est ce genre de dynamique, de concepts qui sont facilement opérationnalisables dans les entreprises parce que ce sont des grandes boîtes de ressources humaines, mais qu'on est incapable de mettre en œuvre parce qu'on ne nous demande pas, il n'y a aucune demande, voire il y a des barrières à l'emploi de personnel local. Alors, est-ce que la Croix-Rouge, dans ses opérations internationales, la Croix-Rouge est une grande organisation qui a des partenaires dans le monde entier, est-ce que cette dimension peut être, disons, est-ce qu'on peut penser à l'accroissement de sa prise, enfin disons, l'augmentation de cette prise en compte dans vos propres activités? Bien sûr. On parlait des clusters il n'y a encore pas très longtemps. Sachez que sur la première partie de la prise en charge de l'urgence, la Fédération internationale des Croix-Rouges et des Croissants-Rouges est le leader sur le cluster Shelter, donc le cluster de la mise à l'abri des personnes. Donc de fait, il y a des moyens qui existent par là. La Croix-Rouge française l'a déjà fait. Enfin, on l'a fait. On évoquait le cas du Burkina Faso il y a encore peu de temps. On s'est aussi connu sur une perspective haïtienne avec UNICEF. Mais il y a encore peu de temps, et je pense que Didier s'en rappelle, au tout démarrage de l'opération haïtienne, j'avais des partenaires d'une autre nature que Bibliothèques sans frontières, mais qui s'appelait à l'époque Shelterbox, qui avaient, au-delà de la simple tente qui livrait pour une famille de 10 personnes, avec, on va dire, toutes les 15 tentes, toutes les 15 box, ils avaient une box spécifique, accès à la culture, petite classe d'école pour occuper les enfants et tout. Donc on a réussi à trouver des moyens pour aller chercher ce genre de partenaires. Là, en l'occurrence, je crois que Shelterbox sur le territoire français n'est plus actif, mais il reste sur un maillage plus mondial, mais en tout cas pas en France. Il n'y a aucune raison qu'un autre concept de cette nature ne puisse pas recevoir notre crédit sur les déploiements futurs. La seule question, je reviens toujours à mes questions des moyens, c'est que ça c'est possible lorsque, par exemple, on a effectivement une grosse crise comme le tsunami ou comme Haïti, où la population européenne au sens très large contribue largement à l'effort global et pas uniquement les institutions telles que les Nations Unies ou les grandes fédérations d'États telles que l'Union européenne. Parce que là, en ce moment, sur cette crise-là, les moyens ne sont pas au rendez-vous. Ils ne sont pas au rendez-vous. Et là, on recentrera, comme les institutions nous l'obligeront, à faire du life-saving et du support. Et là, pour le coup, rentrer dans nos méthodes de travail. On le fait sur la prise en charge psychologique des enfants, par exemple, mais rentrer dans nos méthodes de travail, ce type d'outils, c'est possible, mais ça a de toute façon un coût. Darren, you want to say something before I give the floor to the people who are waiting to take it? So I think one thing that I would encourage everybody to look at is a network called Beyond Access. It's beyondaccess.net. And it is a growing network of organizations, individuals, governments, development agencies that are coming together around the ideas that libraries are driving development and libraries are changing and are effective. And I recommend that you look on their website, number one, for inspiration, but then number two, to consider joining up your organizations. Libraries Without Borders should be involved in that as well. And I think, through that there's a growing voice about the idea of investing in libraries now, before disasters happen, so that they're ready to go when disasters happen. Thank you very much. Donc, je vais passer la parole à ceux qui voudraient la prendre dans la salle. Yes, Morten Sigsgaard from UNESCO IIP. I would like to know if the rest of this day's meeting is supposed to be Boxing Day. Are we going to discuss the Ideas Box the rest of the meeting, and only the Ideas Box? We had a session yesterday afternoon, which was a brainstorming session on the Ideas Box. That was known to the participants, but we also have a whole room of people that use other approaches than exactly the Ideas Box. Some of those approaches have been integrated, we can see in the box, others have not. And there's a million ways of doing things. I think there was a lot of feedback, constructive, on the Ideas Box yesterday. It's something that has not been tested in the field yet.
some of us are skeptical to it. Some of us might feel that it's sort of, will it really work? I think that was revealed. And I think it might be interesting for the discussion today to focus not just on that. I'm sure you'll get lots of feedback on it in due course, but also on all the other interesting initiatives that people have knowledge on in this room. Thanks. So let me clarify. I don't think I have mentioned so much Idea Box. We spoke about the intellectual dimension of human beings in situation of crisis, and I'm not at all focusing. We are not at all focusing only on the Idea Box in this discussion. I mean, I was not selling the Idea Box to the Red Cross or to. No, the idea is, what can we do in that field? I mean, when we were talking about Haiti, it was not Idea Box, it was libraries we could reopen, etc. So let's be very clear. I totally agree with your remark, and that's what we want to discuss in this panel, is the global issue of taking into account the intellectual dimension of human being. Whatever the means are, we are part of it, and the Idea Box is the only one of the ideas that can be developed in that field. Other questions? Voilà, je voudrais parler de la Syrie. Je voudrais d'abord vous dire que pendant des années, pendant presque 50 ans de dictature, il n'y avait pas d'ONG en Syrie, il n'y avait pas d'association. Il y a eu des associations seulement quand Mme Assad est venue, et il n'y avait que ses propres associations à elle qui pouvaient exister. Donc pendant 50 ans, vous les Occidentaux, je ne pense pas que vous entendiez parler des Syriens et de ce qu'ils faisaient et de ce qu'ils produisaient. En 2011, la révolution a commencé, et pendant 6 mois au moins, le peuple syrien dans la rue a manifesté tous les jours, et surtout les vendredis, parce que les seuls lieux où ils pouvaient se rencontrer, c'était à la mosquée. Vous devez savoir qu'on ne pouvait jamais se réunir en Syrie. Même 3 personnes ne pouvaient pas se réunir dans un café. Donc pendant 6 mois, les manifestations syriennes étaient pacifistes, et les gens hurlaient un seul slogan, « Selmiye, Selmiye », ça veut dire pacifiste, pacifiste. Depuis, je ne sais pas ce qu'a fait l'Occident, mais en tout cas, je sais ce qu'il n'a pas fait. Et aujourd'hui, en Syrie, il y a des armes. Il y a beaucoup d'armes, et il y a la population qui est en train de s'entretuer. Il y a des salafistes, il y a des extrémistes. Je pense qu'il est temps d'aider les Syriens. Je vais passer au Liban. Au Liban, les réfugiés syriens sont bien sûr dans une situation catastrophique. Le gouvernement interdit qu'il y ait des camps, mais ils sont quand même regroupés dans des régions. Nous avons presque 1 million de réfugiés syriens dans le pays, et à cette rentrée scolaire, nous avons 300 000 enfants syriens sans école. En plus, ce qui peut arriver aujourd'hui, c'est qu'il y a des tendances racistes très fortes. Il y a un parti politique qui est très présent au Liban, qui est le parti de Aoun, qui est un parti chrétien de Aoun, qui est simplement en train de constater qu'il va y avoir une énorme crise au Liban, ce qui est vrai, un énorme problème avec ces réfugiés. Le ministre de ce parti a utilisé le rapport de l'ONU avec tous les chiffres qui sont sortis pour dire qu'il y a une seule solution, fermer les frontières, mais avant de les fermer, renvoyer les Syriens chez eux. Alors, que faire? Moi, je pense que la situation est urgente. Elle est aussi bien urgente pour les réfugiés syriens que pour éviter une nouvelle crise ou une nouvelle guerre civile au Liban. Aujourd'hui, les associations libanaises, beaucoup d'associations libanaises sont en train d'œuvrer pour les Syriens. Et je parle d'associations de bibliothèques.
Et on a une nouvelle conception qui contredit peut-être ce que nous avons appris à partir des bibliothèques occidentales et principalement les bibliothèques françaises, que dans les bibliothèques, il ne faut pas étudier, c'est la lecture plaisir, c'est la lecture loisir, etc. Eh bien non, nous avons besoin aussi d'apprendre dans les bibliothèques et d'apprendre à lire dans nos bibliothèques. Vous devez savoir que à côté de cette crise énorme, à côté de ce problème urgent, de cette situation urgente énorme, il y a une crise pérenne qui dure dans le monde arabe, pas seulement au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Égypte, en tout cas les pays que je connais, où j'ai travaillé, où les enfants, la majorité des enfants des écoles publiques, jusqu'à l'âge de 11 ans, ne savent pas lire. Comment vous voulez qu'on les amène à lire pour le plaisir s'ils ne savent pas lire? Donc il y a quelques associations de bibliothèques qui ont décidé donc d'innover par une nouvelle méthode qui n'est pas de l'alphabétisation puisque ça s'adresse aux enfants, mais d'apprendre à lire aux enfants. Et même, ils essaient d'apprendre, de faire des classes de rattrapage parce qu'il y a 33 000 enfants syriens. 33 000 enfants syriens qui ont intégré l'école publique libanaise, 300 000 qui sont dans la rue. Donc, au moins, on est en train de faire et des classes de rattrapage et de classes d'apprentissage de la langue étrangère, parce qu'en Syrie, par nationalisme, on n'apprend pas les langues étrangères pendant toutes les années de primaire. Donc, les Ideas Box sont merveilleux, c'est une très bonne idée. Je voudrais encore et 1000 fois remercier Bibliothèques sans frontières pour aller dans ce chemin. C'est vrai que c'est nouveau, je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça va sûrement s'améliorer et nous servir, pas seulement en situation d'urgence, mais en situation de crise, parce que nous sommes dans une situation de crise. Mais à côté de ça, je voudrais demander qu'il y ait, je ne sais pas, la fondation Bill Gates ou d'autres fondations, qu'on puisse avoir des bibliobus qui puissent circuler au Liban et qui vont aller dans ces regroupements, enseigner, déplacer les Ideas Box, lire, etc. Merci. Alors, je vais donner la parole d'abord à Didier, ensuite à Darren. Merci pour votre témoignage et votre écrit d'indignation qui est compréhensible. Il y a deux sujets dans ce que vous dites. Il y a la question qui est ancienne, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un rapport à l'époque où j'étais à la mission permanente en France aux Nations Unies au moment du millénaire. Il y avait un rapport qui était sorti, qui avait fait beaucoup de bruit, qui avait failli d'ailleurs ne jamais sortir, sur le retard du monde arabe en termes d'intégration sur le plan de l'édition, de la traduction. Je me souviens d'un exemple qui m'avait frappé, que j'ai encore conservé en tête. Sur les 50 dernières années, je crois que dans le sens littérature étrangère ou littérature scientifique de manière générale en arabe, c'était à peu près ce que faisait le Portugal en un an. Donc il y a une véritable profondeur dans ce que vous dites sur un retard accumulé dans l'ouverture au savoir des autres. Et on sait très bien que quand on se ferme, que ce soit les frontières ou que ce soit dans sa tête, on prend toujours le risque à un moment de développer, si ce n'est la haine de l'autre, en tout cas des comportements plus hostiles. Donc ça, c'est un vrai sujet. Je me souviens de la pression de certains pays pour que ce rapport ne sorte pas. Heureusement, c'était le fait uniquement d'universitaires, et dont la plupart étaient d'ailleurs issus du monde arabe et de confession musulmane. Donc le produit était parfaitement, j'allais dire cachère, pardonnez-moi ce mot, enfin, en tout cas il était acceptable. Mais je me souviens très bien des débats, y compris de certains collègues pour lesquels j'avais le plus grand respect aux Nations Unies, qui expliquaient que ce rapport ne devait pas sortir. Donc on voit la double dimension, ne pas faire, c'est-à-dire ne pas s'ouvrir, ne pas traduire, ne pas être dans la mondialisation du savoir, mais aussi tout faire pour que ça ne se sache pas. C'est quand même doublement inquiétant. Sur la question de la Syrie, vous avez 1000 fois raison. 1000 fois raison. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un drame absolument épouvantable, avec une échelle, une fois encore, sans précédent. Mais si je prends les choses par le tout petit bout de la lorgnette, je prends par exemple, j'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec Michel Barzac, président de l'UNICEF France, qui me disait qu'ils avaient toutes les peines du monde à lever ne serait-ce que 100 000 ou 200 000 euros sur la Syrie. Pourquoi? Et tout simplement parce que aujourd'hui,
je vous parle de l'opinion française, on pourrait dire la même chose pour l'opinion américaine ou pour d'autres opinions. Les opinions sont perdues. Elles sont perdues parce que, en dépit des efforts d'explication qu'on fait sur la nature de la crise, elles ne comprennent pas ce qui se passe. Elles voient des phénomènes qui sont des phénomènes géopolitiques avec une incidence à très long terme extraordinaire. On est aujourd'hui dans une tectonique de plaques à l'échelle du monde, comme on n'en a pas vécu depuis le déclin de l'Empire ottoman. Ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui, entre, je dirais, l'indépendance énergétique annoncée et réelle des États-Unis, qui va quand même redéfinir la carte des enjeux dans cette région, plus une reconfiguration des grands mouvements religieux dans cette région, plus ce printemps arabe que les Occidentaux ont du mal à comprendre. Ils ont vu ce peuple vouloir s'émanciper de tyrannie. Ils ont vu ensuite une élection qui a porté au pouvoir des groupes religieux qui s'y étaient préparés. Et ils voient aujourd'hui que dans certains cas, ces mêmes groupes religieux sont boutés hors du pouvoir par des voies qui sont, qu'on peut juger non démocratiques, mais en tout cas c'est une forme d'expression populaire. Et à côté de ça, on voit des pays qui s'installent dans une crise profonde. On a aujourd'hui la Libye, on a la Syrie. Donc les opinions publiques occidentales ne comprennent pas au fond ce qui se passe. Et quand elles voient des atrocités dans les deux camps, les armes chimiques du régime, mais aussi les extrémistes dont vous parliez, qui sont capables des pires atrocités, le doute s'installe. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire au fond pour être utile ? Est-ce qu'il faut prendre parti ? Est-ce qu'il y a un camp qui est meilleur que l'autre ? Alors nous, depuis le début, on défend une position qui est qu'il y a eu une coalition issue de ces mouvements pacifiques dont vous parliez, qui manifestaient tous les soirs pour dire que voilà, ce qu'ils voulaient, c'était simplement être comme tout le monde, pouvoir bénéficier de la démocratie, de la sécurité, de la liberté, toutes les valeurs pour lesquelles on se bat. Mais aujourd'hui, les choses se sont terriblement compliquées, ce qui ne nous empêche pas de continuer à penser qu'il faut ramener la paix, qu'il faut du dialogue, qu'il faut continuer à faire pression sur le régime et qu'il faut soutenir la coalition. Je rencontre en permanence avec le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, les représentants de cette coalition. Le maire, le gouverneur d'Alep, on le voit, ce sont des civils comme vous et moi. Ce sont des ingénieurs, des médecins. Aujourd'hui, il y a 500 médecins qui sont détenus dans les prisons en Syrie, qui sont soupçonnés d'être des agents au service de... Comment est-ce qu'on peut avoir l'idée d'emprisonner des médecins qui pourraient sauver des vies ? Bon, on en est là aujourd'hui. Donc effectivement, je crois que c'est aussi la responsabilité de la société civile, pour ceux qui connaissent le pays, d'expliquer le drame que vit aujourd'hui la Syrie. Darren, when I was listening to the testimony about Syrian refugees in Lebanon, I was exactly thinking that we are in a situation where it's not only emergency strategy that should be perhaps implemented, but a long-term strategy, because otherwise the reaction of the local population would be very against what we would do for the refugees. So isn't it, as Madame said at the end of her testimony, that a long-term strategy of bibliobuses, even real library to help the Lebanese and also the refugee, could be a solution for, a strategic approach for what's going on there? Well, I'm not authorized to just bring my check with me to buy some buses, but I do have to say that I think it is a potential strategy. I've seen really effective mobile libraries working in areas that are hard to reach, reaching communities that are hard to reach as well. I think that can be very effective. It's a very expensive approach as well that needs to be taken into consideration, and if that's something that you're interested in talking about, I'd be happy to talk to you a little bit more about. I also want to just thank you for bringing up the example of the Lebanese library community coming together. I had the pleasure of working with some of the people from the Lebanese Library Association on a project that was called Building Strong Library Associations. It was really about working with library leaders in different countries around the world for them to take charge of the library associations in a way that is much more responsive to their members and therefore responsive to community members. And so I think the example of what you've stated here is just a really great example about how investing in libraries before a crisis happens sets them up to be responsive when crises do occur. On va prendre une dernière question, s'il y en a.
Là-bas au fond. First, thank you very much to all of the speakers and everything and Libraries Without Borders. This has been a really remarkable gathering of so many great people and great ideas. One thing I've learned over the past few months when I've been thinking about like Syrian refugee education is how simple ideas can go such a long way. And what I'm hearing here is we're saying like we want more libraries, we want more library buses and things like that in Lebanon for Syrian refugees and for Lebanese. But the statistic about the lack of scientific papers that are published, or the very few scientific papers that are published in the Arab world. For me, I think that one of the biggest things we need to take into consideration, as in any situation, is the culture. And although I was raised in the US, I'm ethnically Syrian. And from what I can understand of the culture there, whenever we talk about a library, or we talk about school, or we talk about learning, as much investment as there is that goes into these things, it's often with the wrong mindset. It's often given as, okay, you know, I'm an authority, I'm a librarian, I'm a library leader, I'm gonna give you these books, you're going to swallow them, memorize them, process them, and then regurgitate back to me what I think you should think about them. And it goes down to, like, I know it's like a very subtle and minute detail, but these kids and these programs are very, they're not focusing on like building this idea of, okay, each individual needs to really think about what their opinion of an idea is. Building a culture of, yes, we are in the same room, we are all Syrian, we are all Syrian refugees, but even so, we do have different ideas, we do have different opinions, and just teaching kids how to deal with their differences is an important thing. Like, we're not, in our education system, it's all about processing students into becoming one thing, into becoming one standard thing that amounts to a number at the very end of the day. And I think just like the quality of like, okay, what are we doing, who are we accompanying the libraries with, is just like a big question. Are they people of understanding? Do they understand that the culture right now is where, okay, I mean, the thing is, I've talked to Syrians who have, like, you name it, bachelor's, master's, PhDs. When you talk to them about things like politics or things that are sensitive, they can sound like kids. I mean, they don't have this ability to see, okay, how do I deal with political differences? How do I deal with differences of opinion? And so, again, simple ideas like getting the kids together and giving them a topic or giving them a book and allowing them to think on their own, what do I think about this material? And in a way that, okay, people are gonna have different opinions, and then getting them together and say, okay, what do you think? What do you think? What do you think? And purposely provoking them to have different opinions and then deal with those differences in a healthy way. Like, things like that, it really does boil down to having those types of experiences that we need to be focusing on as well. Thank you very much. You want to say something? Ça marche? Oui. Non, c'est un commentaire avec lequel je suis profondément d'accord. Il y a de mon point de vue, un problème de concept aux Nations Unies que déjà un peu abordé Didier Lebret, c'est celui du people empowerment. C'est que les sujets, les réfugiés sont avant tout des individus. Et à un moment, il faut leur laisser le moyen d'agir par eux-mêmes. Et ce qu'on constate sur la connectivité, les questions de connectivité que je connais le mieux, c'est que dans les situations d'urgence, l'UNHCR fonctionne d'abord pour elle-même.
Et puis ensuite, ils s'étendent à tout ce qu'ils appellent les implementing partners, c'est-à-dire les ONG et les autres acteurs qui sont censés mettre en œuvre les programmes d'action. Et jusqu'ici, jamais le HCR n'est allé jusqu'à penser à... Et pourquoi on ne ferait pas un troisième niveau, qui pourrait être les Ideas Box, qui pourrait être n'importe quoi, où on laisse aux individus eux-mêmes la possibilité de se connecter à l'information extérieure et de réfléchir par eux-mêmes à l'information. Et ça, c'est uniquement conceptuel. C'est vraiment, il y a une question de coût, certes, mais c'est vraiment aller à l'étape d'après et laisser les gens faire par eux-mêmes. Voilà. Quelqu'un, Darren, you want to add something? Or? I couldn't agree with you more. I think the role of the librarian is to serve individuals. And through serving individuals, you serve the community, but you have to be adaptive and responsive to individual needs. I think libraries around the world are going through a major transformation. We work a lot in Central and Eastern Europe, former Soviet states, where libraries, obviously, when they're in the Soviet system, had a different function. And those libraries are actively transforming, retransforming themselves so that they can be trusted by the individuals and the communities. Similar cases in libraries in sub-Saharan Africa, a lot of those libraries were built for whites-only areas. And so now those libraries are having to reinvent themselves and really reach out to and speak to the communities that they previously didn't serve. So I think your point is absolutely valid, and I'm glad that you brought it up. Je suis tout à fait d'accord aussi, et je voudrais vous remercier de ce témoignage qui concluait notre travail de réflexion, parce que je conclurai cette table ronde en disant que il n'y a ni à être pessimiste, ni à être optimiste, il y a à avoir l'optimisme de la volonté. C'est-à-dire que je pense que le tableau de toutes vos interventions, on a maintenant une vision un peu plus précise et claire de là où on en est, ce qui va nous permettre à tous ceux qui sont pour la prise en compte de cette dimension intellectuelle de l'être humain dans les situations humanitaires d'urgence, de mieux voir où intervenir et comment. Et je pense que ce qui vient d'être dit est très important, c'est-à-dire qu'il faut s'appuyer sur les demandes des populations, les expériences des ONG qui ont très bien vu qu'il y a dans ces populations le potentiel pour cette prise en compte, parce que c'est une demande prioritaire, et les blocages qu'on rencontre encore, eh bien, on va essayer avec votre aide, et avec toute notre coordination, on va essayer et c'est vrai qu'il faut, bien sûr que le bottom-up, c'est compliqué, mais s'il y a déjà quelque chose dans le bottom, s'il n'y a rien, ça ne peut pas marcher, mais il faut déjà mettre quelque chose dans le bottom pour qu'il y ait quelque chose qui monte vers le up. Donc on va commencer comme ça, nous c'est ce qu'on sait faire, mais grâce à vous, grâce à toutes les grandes organisations, les ministères des États, les fondations, je pense que si on a tous conscience que c'est un combat important, on fera bouger l'ONU et l'Union européenne et les grands États, et on finira par y arriver. Merci à tous les panélistes, et j'appelle maintenant à la tribune les deux intervenantes, Michel Pierre-Louis et Eva Joly, qui vont intervenir pour clore notre colloque. Merci à vous tous.